La chronique de Christine Kerdelan. Le bal des prédateurs est ouvert. Les plus déçus, après l'échec du mariage entre Publicis et Omnicom, ce ne sont pas les salariés des deux entreprises, ce sont les banquiers d'affaires. Rothschild et Moelis, qui ont travaillé des mois durant sur cette opération, ne seront pas rémunérés puisqu'il est de coutume que ces prestataires reçoivent des success fees, c'est-à-dire des sommes dépendant du succès du contrat. Ici, Moelis devait toucher 26 millions et Rothschild autour de 3 millions. Des sommes relativement faibles qui tiennent compte du fait que le deal avait été concocté par les deux présidents, les banques ne jouant qu'un rôle secondaire. Cet échec ne leur est pas davantage imputable, il n'est dû qu'à la différence de mentalité entre les deux entreprises. Publicis est une société gérée au cordeau, si sa marge est plus élevée que celle d'Omnicom, c'est parce que ses coûts sont plus serrés. Ces managers ne voyagent pas en première et leur rémunération dépend de la rentabilité des contrats dont ils s'occupent. À l'opposé, chez Omnicom, on voyage en jet privé et on se paye plus confortablement, d'où la difficulté de fusionner les équipes. Un exemple. Puisque le départ de Maurice Lévy impliquait que le PDG du groupe soit issu d'Omnicom, le directeur financier devait être, pour l'équilibre, issu de Publicis. Il aurait eu pour adjoint son homologue d'Omnicom. Mais ce dernier gagnait 11 millions de dollars par an, et le français 15 fois moins. Les bonnes années. Comment faire accepter à l'américain de devenir l'adjoint du français? Omnicom souhaitait réaliser une inversion, un concept à la mode aux États-Unis qui consiste à installer son siège social dans un pays fiscalement plus clément. Publicis, en revanche, ne gagnait pas grand-chose à aller aux Pays-Bas. La tentation de déménager son siège social n'est donc pas une maladie seulement française. Mais il y a une différence avec nos pratiques. Quand les Américains changent leur domiciliation, les équipes, elles, restent aux États-Unis. En France, en raison du poids des charges, de l'éventuelle taxe à 75% et de l'ambiance générale peu favorable, ce sont les équipes dirigeantes qui veulent déménager, bien plus que leur siège social. Dans le cas de la fusion entre Lafarge et Holcim, tout l'état-major part en Suisse. Arnaud Montebourg n'a pourtant pas protesté contre l'opération, parce que les cimenteries restent en France, a-t-il dit. Certes, mais l'entreprise devenant suisse, les jeunes ingénieurs français perdent un débouché. Dans 10 ans, il n'y aura plus un seul Français au siège de Lafarge. C'est par un décret permettant à l'État de mettre son veto sur un nombre accru de fusions que la France entre dans la grande vague de rachats qui déferle depuis 6 mois dans le monde entier, et qui devrait se poursuivre, car toutes les conditions sont réunies pour ce nouveau bal des prédateurs. Les taux d'intérêt sont bas, les trésoreries des entreprises sont abondantes, les valorisations boursières sont remontées et les perspectives d'activité sont porteuses, résume Étienne Demailly, directeur associé de la banque d'affaires financière de Courcelles, qui assistait la semaine dernière à un congrès sur les fusions-acquisitions rassemblant ses homologues venus de 35 pays. Même la France, dont la croissance est encalminée, participe au mouvement, soit avec des entreprises prédatrices, soit, de plus en plus souvent, avec des proies, à l'instar d'Alstom. Le nouveau décret de Montebourg n'y changera pas grand-chose. D'abord parce qu'il est hypocrite de laisser croire que nos sociétés ne tomberont pas entre des mains étrangères quand 50% du capital des entreprises du CAC 40 s'y trouve déjà, faute d'avoir mis en place des fonds de pension à la française. Ensuite, parce que empêcher un rachat suppose de pouvoir se substituer à l'acheteur en apportant du capital. Or, l'État dispose de moins en moins de moyens.